Bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien et nous espérons aussi que vous êtes tous en très très bonne santé. Toute l'équipe du Club des entreprises de Grenoble est heureuse de vous accueillir, voire de vous retrouver pour le deuxième webinaire petit déjeuner. Alors pour l'instant, le petit déjeuner reste virtuel. On espère que dans l'avenir, il deviendra concret. Et donc, tous les jeudis à 11 heures, nous nous retrouvons pour ces webconférences. Richard vous donnera en termes de conclusion le programme des jeudis prochains. Un petit rappel simplement pour vous signaler les livres coup de cœur que vous trouverez dans notre site et aussi sur LinkedIn qui vous donneront quelques propositions de livres pour les longues soirées ou les longues journées. Deuxième point, eh bien, après la e-réputation que nous avons eu le bonheur de voir, nous étions 60 la semaine dernière, le deuxième thème très actuel concerne l'incroyable percée technologique en Chine. Et donc, c'est un sujet et un thème très actuel, notamment parce que nous voyons et nous constatons tous que la Chine a une stratégie affirmée, notamment économique, voire technologique, dans le domaine mondial, la nouvelle route de la soie, et a l'objectif de devenir leader mondial dans de nombreux secteurs de pointe que notre expert va nous expliquer. Nous constatons bien sûr que devenir leader mondial, on a bien vu dans les péripéties actuelles que nombreux éléments de la chaîne de valeur passaient actuellement même par la Chine. Alors comment travailler avec la Chine? Comment travailler en Chine? C'est un souci important parce que c'est un gisement important de croissance pour nos entreprises. Et nous voyons que c'est très difficile dans un contexte culturel différent, dans un marché différent du nôtre. Je relisais hier dans les Échos que Renault tirait les conséquences de son échec chinois. Donc, de nombreuses entreprises, pour pouvoir travailler avec ou en Chine, doivent se faire aider. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à un expert, Marc Ménardi, qui travaille depuis 40 ans en Chine. Et l'entreprise qu'il a fondée en 2005 accompagne les entreprises françaises afin de faciliter leur développement d'affaires sur le marché chinois et avec des solutions opérationnelles adaptées à un contexte, je vous l'ai dit, différent. Donc, Marc Mélardi, nous le remercions beaucoup pour son intervention aujourd'hui et nous souhaitons bien évidemment que des entreprises puissent bénéficier de ces remarques, vous écouterez avec plaisir, je pense, et avec intérêt sa conférence. Donc, nous vous disons au revoir et que toute l'équipe souhaite bien sûr vous retrouver en pleine forme jeudi prochain. Donc place à Marc Mélardi et merci de votre écoute. À bientôt donc. Bonjour, merci Claude et merci toute l'équipe de l'IUT pour l'organisation de cette webconférence. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons nous attacher à analyser la percée technologique de la Chine. Euh, L'image de la Chine, bien sûr, l'image que l'on a en général sur l'innovation, c'est plutôt orienté sur la copie. On va voir que ça n'a pas toujours été le cas et que la Chine prend des orientations extrêmement développées en termes de technologie. Alors je vais mettre le partage d'écran avec mon PowerPoint qui va accompagner cette conférence. C'est bon, vous le voyez? Je pense que oui. C'est bon, Marc. Très bien. Alors, on va voir que la Chine, dans l'histoire, a été un grand pays novateur avec beaucoup d'inventions. Et si vous voulez, les inventions en Chine ont été, je dirais, sont liées à quatre points clés. Donc, l'histoire, d'une part, la culture, d'autre part, le gouvernement, la politique et enfin l'économie. Donc, on va reprendre ces quatre thématiques l'une après l'autre. Alors,
j'aime beaucoup cette image. Ça s'appelle un puits à feu. Qu'est-ce qu'un puits à feu? Ça a été inventé en Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Chinois se sont aperçus en extrayant l'eau saumâtre pour le sel qu'il y avait des poches de méthane où le méthane se dissolvait dans l'eau saumâtre. Et ils en ont conclu qu'ils pouvaient utiliser ce gaz pour l'éclairage ou pour le chauffage. Ils arrivaient à produire des flammes de 50 centimètres. Vous voyez sur la partie gauche le puits et sur la partie droite l'acheminement de l'eau saumâtre via des pipes, hein, des tuyaux comment dirais-je, en bambou. Et en fait, à la même époque, ils ont inventé la technologie des hauts fourneaux, donc de la fonte, et ils pouvaient, grâce à ça, chauffer l'eau saumâtre pour extraire le gaz près des points d'utilisation. Ici, sur cette slide, j'ai juxtaposé les inventions chinoises et les inventions occidentales avec une échelle temps liée aux diverses dynasties chinoises. Alors, elles ne sont pas toutes, hein, fort heureusement, et il n'y a pas toutes les inventions ni d'un côté ni de l'autre, mais ces inventions sont répertoriées d'après John Needham, qui est un biochimiste américain qui est né en 1900, qui est mort en 1995, a passé 50 ans de sa vie à l'étude des sciences et technologies en Chine. Et on se rend compte que, effectivement, très tôt, la Chine a des inventions assez intéressantes, notamment l'acupuncture, hein, qui est reportée dans des ouvrages datant du 28e siècle avant Jésus-Christ, où il est reporté que les néolithiques chinois avaient constaté que le dysfonctionnement d'organes internes se répercutait en des points précis sur la surface cutanée. Et lorsqu'on excitait ces points avec des pierres un peu pointues, ça soulageait les douleurs. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les inventions, bien entendu, mais simplement essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, la Chine a été extrêmement riche en inventions. Après, comme vous le constatez, les inventions ont été en régression et l'Occident s'est développé en termes d'inventions. Alors, ce qui a favorisé la Chine, d'abord, c'est les Chinois eux-mêmes, hein, qui ont un excellent esprit d'observation et qui sont très inventifs, mais aussi un contexte socio, je dirais, aristocratique qui a permis aux, aux Chinois, enfin déjà du côté occidental, le système de, de je dirais, la paysannerie était soumise à un chevalier qui lui-même était soumis à un seigneur, qui était lui-même soumis à un duc et un baron et un roi. Et tout ce système hiérarchique n'était pas propice au développement scientifique. La Chine, elle, le gouvernant, enfin le mandarin, l'empereur gouvernait grâce à une administration extrêmement complexe, mais qui était très favorable au développement scientifique. Et par exemple, au 8e siècle, la Chine était le seul pays au monde à pouvoir organiser une expédition dans les mers du Sud pour observer les étoiles. Alors, qu'est-ce qui fait que, à partir d'une certaine époque, la Chine a moins inventé? Justement, la dynastie des Song a été très orientée sur le néo-confucianisme, l'école néo-confucianisme confucianiste, qui mettait l'éthique et l'homme au cœur, et ce n'était pas un environnement favorable au développement des sciences. Par la suite, il y a eu d'autres éléments comme le communisme, etc., etc. Côté occidental, qu'est-ce qui a permis au XVIIe siècle vraiment un développement vraiment important des inventions? Tout d'abord, les,
la révolution, la révolte protestante, la réforme protestante, pardon, qui a assaini, je dirais, la société d'une manière générale. Parallèlement, on a eu la naissance d'une bourgeoisie libérale qui détenait les commerces, les industries, les colonies, donc, et qui était très orientée sur la nouveauté, la technologie. La, le monde occidental a utilisé un langage commun qui était les mathématiques. Et voilà, bon, il y avait quelques autres points, bien sûr, mais je ne vais pas tous vous les citer. Voilà. Donc, vraiment un environnement favorable à la naissance de nouvelles inventions. Par rapport à la culture, on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de points qui favorisent en Chine la culture de l'innovation. Mais je vais peut-être en relever quelques-uns. Bon, je vous les ai mis là, mais il y en a quelques-uns qui me semblent extrêmement intéressant. D'abord, c'est l'attraction pour la nouveauté. Les Chinois sont des gens vraiment très attirés par la nouveauté. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le commerce, c'est un petit peu compliqué puisque les Chinois sont des consommateurs vraiment avides de nouveautés, mais qui ont un peu tendance à papillonner tellement ils sont avides de nouveautés. C'est également une culture très, très pragmatique et qui n'a pas peur de la recombinaison, c'est-à-dire utiliser l'ancien, le mettre avec du nouveau, utiliser des technologies étrangères. Enfin voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment extrêmement pragmatiques dans ce sens-là. L'innovation se fait beaucoup, beaucoup sur le terrain, plus que dans les centres de recherche et développement. Quand je dis terrain, c'est dans les entreprises, c'est dans les universités. Il y a effectivement, la Chine a un système éducatif extrêmement avancé. Un élément va favoriser également l'innovation, c'est la compétition qu'il existe entre les villes, entre les provinces. Shenyang, par exemple, est le cluster de la robotique et Shenzhen de l'intelligence artificielle. Et si vous voulez, il faut conserver cette place et il se donne les moyens d'y parvenir. Et bien évidemment, il y a une disponibilité du capital, tant le capital, quand je parle du capital financier, de l'État, de l'armée, des provinces. Enfin voilà, il y a beaucoup de moyens financiers actuellement en Chine. Au niveau de la gouvernance, bien sûr, c'est un élément clé et essentiel. La technologie de tout temps, enfin de tout temps, je m'excuse, je vais dire post-communiste, donc en commençant avec Deng Xiaoping, la personne que vous voyez tout en bas à gauche, premier président de post-communiste. La technologie a toujours été un point clé dans la gouvernance de chacun de ses présidents, sachant que les présidents gouvernent grâce à des plans quinquennaux, où on va dire c'est une gouvernance par objectif avec des objectifs quantifiables et vérifiables. Et l'actuel président, donc M. Xi Jinping, a, je dirais, renforcé cette gouvernance sur les technologies avec deux orientations. Donc la première, si vous voulez, chaque président instaure une idéologie. Donc là, l'idéologie instaurée par M. Deng Xiaoping, par M. Xi Jinping, pardon, c'est le rêve chinois. Qu'est-ce que le rêve chinois? C'est justifier l'existence du Parti communiste chinois parce qu'il peut apporter à son peuple, et donc son peuple se doit de le suivre et le respecter. Et deuxième orientation, qui est un objectif, le Made in China 2025, dont vous avez sans doute tous entendu parler. Le Made in China 2025 est un objectif d'indépendance de la Chine par rapport à certains secteurs que l'on voit là, et le gouvernement veut positionner la Chine en tant que soit leader mondial, soit concurrent mondial, au moins des concurrents existants
qui peuvent être par exemple dans l'aéronautique, les USA et l'Europe, enfin l'Union européenne, pardon. À savoir, par exemple, que dans le domaine des microprocesseurs, la Chine importe 230 milliards pour une valeur de 230 milliards de microprocesseurs annuellement. Les USA représentent 50% de ces importations. Et vous avez tous entendu l'histoire liée à la 5G. Les microprocesseurs pour la 5G contiennent 1 à 10 milliards de transistors. Donc, c'est une technologie extrêmement complexe que les Américains maîtrisent, que les Chinois sont en voie de maîtriser. Mais bien sûr, ça demande une certaine expérience. Je dirais que l'impact de la, la guerre économique sino-américaine a peut-être déclenché un processus accélérateur du côté chinois pour se développer dans les microprocesseurs. Alors, on peut remarquer aussi la robotique. La robotique, on va la retrouver ici. C'est-à-dire dans l'environnement économique. La Chine, aujourd'hui, comme vous le savez, a une économie assez florissante, et ce qui lui permet de procéder à des acquisitions d'entreprises étrangères dans des secteurs clés. Par exemple, Syngenta, le leader, le leader mondial euh, des pesticides, etc., de la chimie agricole, est extrêmement important pour la Chine pour rentabiliser son agriculture. KUKA, vous l'avez vu, KUKA est une entreprise de robotique, le leader mondial de robotique suédois, et vous l'avez vu, c'est un des objectifs chinois pour le Made in China 2025. Donc, ils acquièrent un savoir-faire très rapidement. Volvo a été acquis par une entreprise chinoise. La première chose qui a été faite il y a 5 ans, c'était de rapatrier le centre de R&D en Chine. Néanmoins, on peut constater aujourd'hui que Volvo se porte bien. Les modèles qui sortent des chaînes de production de Volvo sont tout à fait intéressants, et voilà, le Made in China a acquis un savoir-faire au travers de ses rachats. Les dépenses en R&D de la Chine actuellement sont extrêmement importantes. Vous voyez que ils sont encore inférieurs à ceux des USA, mais les prévisions pour les années à venir sont nettement supérieures. Donc, de nouveau, financièrement, la Chine est extrêmement bien positionnée. Alors, j'aime beaucoup cette époque et cette photo. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Chine à l'époque post-communiste, et c'est très intéressant de dresser le comparatif entre cette époque et aujourd'hui. Vous voyez, les bâtiments étaient relativement… Enfin, en haut à gauche, c'est un marché à Guilin, et on se rend compte que les marchés de l'époque n'ont rien à voir avec les supermarchés actuels dans les malls et dans les shopping centers. Les bâtiments étaient d'une hauteur relativement raisonnable. À droite, c'est la forêt de pierre près de Kunming. Au niveau tourisme, là, à l'époque, les bergers pouvaient se promener avec leurs vaches. Aujourd'hui, le tourisme envahit ces sites-là. En bas à droite, c'est une citerne qui transporte des fertilisants humains. Donc, et à gauche, c'est les bicyclettes que l'on pouvait imaginer en Chine à cette époque-là. Et le pas, c'est un pas de géant. Lors de la parade militaire le 1er octobre 2019, où Xi Jinping a fait une démonstration de force, ce missile chinois n'est pas passé inaperçu aux yeux du Pentagone. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce missile chinois DF-17 et son planeur DF-ZF? Donc, ce missile a une portée de 14 000 km, vole à 7 000 km/h, soit Mach 5, et peut atteindre les USA en 30 minutes. La complexité pour les Américains, c'est ce planeur DF-ZF
qui se situe en pointe et qui rend la trajectoire du missile totalement imprévisible. Ce qui veut dire que l'antimissile américain n'a aucune efficacité par rapport à ce système-là. Donc, un pas technologique énorme. Je vais choisir, pour illustrer l'approche chinoise dans les secteurs stratégiques, je vais choisir l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde connaît les GAFAM, peut-être tout le monde connaît aussi le BATX, un petit peu difficile à prononcer, donc B, Baidu, moteur de recherche, H, Huawei, télécommunications, téléphonie, A, Alibaba, e-commerce, T, Tencent, jeux en ligne et messagerie, X, Xiaomi, téléphonie. Alors, ces entreprises, enfin, l'intelligence artificielle est un secteur clé pour de nombreuses, enfin pour les puissances mondiales, notamment la Chine. Euh, pour la Chine, c'est un mode je dirais, qui va permettre à l'État de justifier sa survie. Pourquoi? D'une part, enfin sur trois orientations. La première, c'est par rapport à la surveillance. FaceAll c'est une entreprise qui permet de faire de la reconnaissance faciale avec une efficience de 99%. Mais d'autres entreprises sont dans la reconnaissance de la démarche, dans la reconnaissance vocale. Voilà, donc pour ce qui est de la surveillance. Maintenant, pour ce qui est de la puissance, l'intelligence artificielle va permettre à la Chine d'assurer sa puissance dans le soft power, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance sur ces avancées technologiques de la part de beaucoup de pays au niveau mondial. Pour la hard power, donc conflit, ça lui permet de gérer les conflits, notamment d'éviter d'impliquer l'être humain dans les combats potentiels. Troisième point qui justifie, qui permettent à l'État de gérer la survie du Parti communiste, c'est aussi l'économie. L'intelligence artificielle représente une opportunité de marché extrêmement importante. En 2020, le marché est estimé à 20 milliards de dollars, en 2025 à 1000 milliards de dollars et en 2030 à 10 000 milliards de dollars. Pourquoi la Chine s'est orientée vers l'intelligence artificielle? En 2016, Lee Sedol, champion du monde du jeu de Go, a perdu face à un programme édité par une société américaine. Et donc, un jeu de stratégie orientale a perdu face à la technologie occidentale. Et ça, les gouvernants chinois n'ont pu l'accepter. Ça a fait un peu l'effet Spoutnik. Et du coup, ils ont décidé de devenir les leaders mondiaux d'ici 2030. Ils se donnent les moyens, puisqu'en 2019, ils ont passé 70 milliards de dollars en R&D, et là où les USA ont passé 11 milliards de dollars. Alors, comment le gouvernement chinois s'y prend-il? Eh bien, en fait, il implique toutes les couches de la société, c'est-à-dire aussi bien les entreprises privées que les entreprises publiques, que les centres de R&D, que les universités, etc., etc. Dans chacune de ces entités, il va placer un cadre du parti qu'il va facilement contrôler, mais qui aura aussi pour mission de parrainer des projets, mais les projets qui seront utiles pour l'État. Ainsi, d'un côté, l'État, je dirais, contrôle les projets, d'autre part, contrôle l'entreprise. Bien sûr, il apporte également ses financements. Alors, quelle est la différence de stratégie entre les GAFAM et les BAT?
eh bien, je dirais que les deux ont été supportés par leurs États respectifs. La différence avec les GAFAM, c'est que les GAFAM n'ont pas un intérêt national, hein, ils ont des intérêts commerciaux, économiques, politiques, sociaux, mais les intérêts de BACT, c'est avant tout des intérêts concentrés vers la nation. Baidu, par exemple, le moteur de recherche est extrêmement contrôlé par l'État et il est extrêmement, enfin, il y a une censure et un contrôle au niveau de la recherche. Euh, Maintenant, on va parler un petit peu comment de Huawei, puisque c'est une entreprise qui est assez, euh, euh, je dirais pas populaire, mais enfin, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc, Huawei est une entreprise qui a été créée en 1987 à Shenzhen. Et c'est une entreprise qui possède 14 centres de R&D dans le monde entier, qui a investi depuis sa création 14 milliards de dollars, et qui aujourd'hui est à la pointe dans le domaine des télécommunications et de la 5G. C'est un exemple extrêmement intéressant en ce qui concerne la collaboration militaro-industrielle chinoise. Et une note du National Security Council datée de 2019 a averti M. Trump que la Chine commençait à détenir une suprématie en ce qui concernait les télécommunications et l'intelligence artificielle prédominante, et avertissait également l'État que si on laissait la Chine continuer, elle allait avoir une mainmise sur tout ce qui concernait les voilà, la gestion par Internet. Donc, prédominance de la Chine dans ces secteurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, cette question du crédit social, tout le monde en a entendu parler. Euh, les Chinois ne sont pas particulièrement contre, mais nous, bien sûr, occidentaux, ça nous fait peur, bien entendu. Ce système a été, je dirais, enfin, le Zimbabwe s'est porté acquéreur de ce système. Alors, le Zimbabwe, tout le monde connaît sa situation économique. Il est vraisemblable que la Chine a, je dirais, accepté de le développer au Zimbabwe, surtout pour envoyer des ingénieurs qui vont être en mesure de faire de la reconnaissance faciale sur des visages africains, enfin vraiment différents des visages chinois. Et c'est possible aussi que la Chine vise de développer ce système-là dans beaucoup d'autres pays. Voilà, donc en conclusion, je dirais que la Chine est en vitesse grand V pour tout ce qui est euh, innovation. Elle est repartie, je dirais que le gouvernement chinois, si on regarde un petit peu en arrière, a remis en place, bien sûr actualisé à notre époque, hein, des systèmes qui permettent vraiment l'innovation technologique. Elle encourage cette innovation grâce à de nombreux leviers, et je dirais que vraisemblablement pour le futur, la Chine sera de nouveau un pays où l'innovation sera extrêmement importante. Voilà, écoutez, si vous avez, je pense que je suis arrivé au terme, oui, exactement 30 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Merci Marc. Donc je vais prendre la parole pour poser les questions qui ont commencé à nous être envoyées par le petit chatroom que vous avez en bas marqué QR. Vous pouvez poser vos questions. Donc je vais te poser la première. Allez-vous régulièrement en Chine et percevez-vous ces changements lors de vos voyages?
Oui, alors je réponds oui. Je réponds oui aux deux questions. Euh, mais par contre, je dirais qu'il y a deux Chines quand même, toujours, hein. Si je vais dans des endroits plus éloignés, l'avancée technologique est beaucoup moins visible. C'est-à-dire qu'il faut aller, si vous allez à Shanghai, si vous allez à Pékin, vous avez l'impression vraiment de vivre dans un monde très futuriste. Si vous allez à Chongqing ou par exemple, hein, qui est dans le nord, euh, effectivement, en allant dans des entreprises, oui, on se rend compte des avancées technologiques. Les entreprises sont hyper modernes, on pourrait manger par terre tellement elles sont propres. Mais dans la rue, dans les hôtels, c'est beaucoup moins visible, cette avancée technologique. Néanmoins, elle fait partie de. Enfin, il est très, très facile d'avoir accès au Wi-Fi, ce qui n'est pas toujours le cas en France, dans certains endroits. Enfin, voilà, partout où on va, en Chine, par exemple, le Wi-Fi est là. Ok. Une question d'actualité. Quel est l'impact, à votre avis, des confinements successifs dans le monde sur l'innovation en Chine? Alors, l'impact des confinements successifs, je dirais, en Chine, bien sûr, le confinement chinois a freiné ce développement, mais ne l'a pas arrêté. Euh, Pourquoi? Ben, simplement parce que pour le gouvernement chinois, c'est un élément clé, l'avancée technologique. Euh, Par rapport au reste du monde, je dirais que la philosophie chinoise, en termes de stratégie, utilise les faiblesses des autres pays, donc notamment les USA, qui, me semble-t-il, sont quand même pas tellement bien partis là en ce moment. Et je pense qu'ils vont utiliser les failles, notamment américaines, qui sont en train de se dessiner sous la gouvernance de M. Trump, pour renforcer leur position. Il faut aussi se rappeler que, alors peut-être la seule modération qui va peut-être y avoir en termes d'innovation, c'est au niveau du recrutement des savants qui veulent faire venir de l'extérieur. Aujourd'hui, les, je dirais les diplômés étrangers sont peut-être moins enclins à aller en Chine dû à ces questions de santé, mais c'est peut-être le seul frein qu'on peut envisager. En tout cas, moi, je ressens de la part des Chinois actuellement, avec qui je suis en lien, le même désir, voire même encore plus. J'ai l'impression qu'ils ont encore plus de dynamique pour prendre le dessus vis-à-vis, en tout cas, des USA. Est-ce que le développement des BHATX favorise le développement de la population, meilleures conditions de vie, ou seulement profite au soft power chinois? Bien sûr, je dirais que, alors, c'est une question qui est quand même complexe, hein, puisqu'elle n'est pas aussi facilement, on ne peut pas la trancher de manière aussi facile. Euh, les, enfin, les BACT apportent du bien-être aux Chinois, mais en même temps, je dirais, les drive fortement. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Baidu, il est extrêmement compliqué de chercher, ne serait-ce que Xi Jinping sur Internet. Vous trouverez les éloges de Xi Jinping, mais vous ne trouverez pas qu'il est millionnaire et que sa fille a fait des études à Harvard pour gérer sa fortune. Donc, ce genre de choses, bien sûr, si vous voulez, en fait, le peuple chinois n'est pas malheureux dans le sens qu'il ne connaît pas la globalité des différentes problématiques. Tout est abordé sous un certain angle et embelli par la propagande. Néanmoins,
quand on vit comme ça, est-ce que l'on est plus malheureux? Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas du tout l'impression que les Chinois sont plus malheureux. Ils ont l'air plutôt, je dirais, heureux de par le fait qu'ils se sont enrichis. Ça, c'est une évidence, c'est tout à fait objectif. Les Chinois se sont enrichis, continuent à s'enrichir, vivent mieux. Euh, je pense que dans ce sens-là, on peut dire que oui, ça a participé à leur évolution et leur bonheur. Comment la Chine perçoit-elle l'Europe? Les USA ont-ils des visées hégémoniques? Euh, c'est une question extrêmement délicate. C'est une très bonne question. Euh, la Chine, de toute façon, assure qu'elle n'a aucune visée hégémonique. Elle l'assure, elle le jure. Ça, c'est dans le message, dans la communication. Dans les faits, on peut dire que elle agit quand même un petit peu comme dans un jeu de Go, hein, c'est-à-dire placer les pions pour quand même essayer de rivaliser avec les autres forces présentes dans ce monde. Par exemple, par rapport à l'Europe, euh, elle essaye, malgré je dirais des approches très sympathiques, hein, vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, de s'approprier une partie de l'Europe de l'Est enfin, pour que ces pays de l'Europe de l'Est divisent l'Union européenne. Euh, Par rapport aux routes de la soie, c'est également des visées économiques et une influence politique, puisque finalement, ces routes de la soie apportent richesse, donc un modèle aussi. Et par rapport aux USA, finalement, ce qui est fait par la Chine, alors c'est essentiellement fait ce sont des stratégies mises en place pour contrebalancer l'hégémonie américaine. Je pense notamment à l'OCS, l'organisation de Shanghai, qui regroupe la Chine, la Russie, l'Iran, etc. Enfin, plusieurs puissances en devenir, mais qui a pour objectif concret de peser contre l'hégémonie américaine. Donc effectivement, l'hégémonie américaine est dérangeante pour la Chine et elle doit monter en gamme, enfin en puissance, excusez-moi, euh, militairement et au niveau de la technologie. Pour rester sur le même propos, est-ce que l'interdiction de Trump d'exporter des technologies nécessaires à la 5G vont arrêter la Chine et notamment Huawei dans son élan quasi monopolistique? Eh bien, je pense que ça a fait l'effet inverse. Ça a accéléré la recherche, le développement chinois pour devenir indépendant des USA. Alors effectivement, ils ont un petit moment de flottement, mais comme cette dépendance est devenue réellement, enfin c'est devenu vraiment concret lors du ban de M. Trump, ça a vraiment mis le feu aux poudres en Chine et ça accélère de toute façon cette indépendance qu'ils veulent acquérir vis-à-vis de ces technologies américaines. Euh, la Chine est aujourd'hui considérée comme l'usine du monde occidental. Approuvez-vous cette représentation? Et si oui, quel rapport entretient la Chine entre sa quête de productivité et l'écologie? En d'autres termes, comment se fait l'alliance, s'il y en a une, entre quête économique et fondement philosophique? Alors j'ai eu une petite coupure au milieu de la question, mais je vais quand même, d'après ce que j'ai compris, je vais y répondre. Alors, est-ce que la Chine, toujours l'usine du monde, on a mis 30 ans à mettre ce système en place.
le détricoter me semblerait relativement complexe. Par contre, ce qui est évident, c'est que euh, la Chine veut s'orienter vers des productions à forte valeur ajoutée, puisque la stratégie du gouvernement depuis 2011 a été d'accroître les salaires pour accroître la consommation intérieure et être moins dépendant des marchés extérieurs. Donc, inévitablement, tous les produits, on va dire, à bas coût ne vont plus être produits en Chine. Elle se réserve les produits à forte valeur ajoutée, d'où ce plan 2025. Par rapport à l'écologie, alors ce qui est une grosse problématique en Chine, bien sûr, c'est la quantité. La quantité d'habitants, la quantité de voitures, la quantité d'industries, etc., etc. Il est vrai que nous avons délocalisé beaucoup de nos industries polluantes, donc on se retrouve avec un territoire chinois extrêmement, je dirais, pollué dû à ces délocalisations. Néanmoins, les mesures anti-pollution en Chine sont extrêmement sévères aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à fermer des entreprises avec l'ordre de contrôle si elles ne respectent pas les normes anti-pollution, ils n'hésitent pas à les fermer. Alors, il y a toujours, bien sûr, des provinces qui essayent de cacher ces problématiques, mais la tendance est quand même à l'amélioration. Deuxième problématique, c'est l'énergie. La Chine dépend toujours à 65% des énergies fossiles pour donc passer à une autre source d'énergie prend du temps. Aujourd'hui, ils en sont à peu près une cinquantaine de centrales nucléaires. Ils ont énormément investi, c'est le premier producteur mondial d'électricité éolienne. Donc, ils font énormément d'efforts dans les énergies renouvelables, mais néanmoins, la transition ne peut pas se faire extrêmement rapidement. Donc, quelle était la dernière question? Écoute, je te propose qu'on continue parce que les questions continuent à tomber et si on veut essayer d'y répondre un maximum, voilà la suivante. Le peuple chinois a-t-il faim de démocratie? N'a-t-il pas peur de la dictature qui est en train de s'installer en ce moment? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La démocratie, elle est bien sûr, vous pouvez imaginer que le gouvernement chinois n'en fait pas une publicité extrêmement positive. Donc, inévitablement, les Chinois sont très dubitatifs vis-à-vis de la démocratie en termes d'efficience, en termes de respect. Effectivement, on peut voir des, des comportements violents, des comportements irrespectueux que l'on retrouve dans les démocraties. Donc, dès qu'il y a un comportement comme celui-ci qui se produit, vous pouvez être sûr que ça fait le tour de toute la Chine à la vitesse grand V. Maintenant, la dictature, euh, comment est-elle ressentie par les Chinois? Je dirais que nous, on l'observe en tant que dictature parce qu'effectivement, privation de liberté. Mais les Chinois au quotidien, c'est vrai que quand on vit là-bas au quotidien, on ne le ressent pas forcément. Dans notre vie, on ne sent pas forcément, par exemple, cette question liée à la surveillance. Bon, si on se comporte bien, on ne sent pas vraiment tout ça. Donc, les Chinois ne sont pas des gens qui sont vraiment, qui veulent aller dans des prises de position fortes. Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui critiquent le gouvernement, qui ont des visions plus démocratiques, mais la majorité a tendance à suivre et à ne pas trop se poser de questions du moment que le business va bien, du moment que le confort est là, que voilà, les gens puissent partir en vacances. C'est, on en est là, quoi. On en est rendu là.
Euh, la Chine s'intéresse-t-elle au domaine de l'énergie, qui est probablement un des enjeux de notre époque? Au domaine de L'énergie. l'énergie, bien sûr. Bien sûr. Alors, tant au niveau de l'énergie, des énergies fossiles, et on voit toutes les stratégies mises en place, notamment avec l'Iran, hein, mais aussi dans la mer de Chine, qu'elle s'approprie pour des raisons historiques, soi-disant, mais la réelle raison, c'est les gisements de gaz et de pétrole. Bien sûr aussi en ce qui concerne les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, c'est un des pays qui investit le plus au monde dans ces technologies-là. Énergie solaire aussi. Déjà à partir de 2005, tous les bâtiments, tous les nouveaux bâtiments étaient construits avec des chaudières solaires, là où en Occident, on a encore relativement peu ce type d'équipement sur nos nouveaux bâtiments. Donc bien sûr, oui, l'énergie est un point clé des intérêts chinois. Comment coexistent économiquement villes, mégalopoles et zones rurales? Y a-t-il coexistence ou fracture? Dans ce dernier cas, quelle est son évolution? Amoindrissement ou augmentation? Alors, moi, je dirais qu'il y a quand même une fracture, mais de deux, de deux origines. La première, c'est une fracture économique, et la deuxième, une fracture culturelle. Euh, N'oublions pas que la Chine, c'est 5000 km de haut, enfin de long, sur 5200 km de large. 5000 km de distance, c'est l'équivalent de Stockholm au Caire. Donc, on peut imaginer toutes les cultures, toute variété de cultures que l'on va rencontrer sur cette distance. Ben, c'est un peu la même chose en Chine, hein. On a toujours des distances extrêmement importantes en allant d'un point à un autre. Euh, et alors, ces différences se réduisent. Je dirais que tout ce qui, je pense elles se réduisent de par l'enrichissement des différentes villes, d'une part, mais aussi de par la communication, donc via Internet. Et je pense que ça fait beaucoup aussi. Et puis, je propose une dernière question. Les Chinois ont-ils la main mise sur l'entreprise Mercedes? Alors, ils ont une participation, il me semble, de combien de pourcents? Je ne sais plus si c'est 18 ou 30, mais c'est une participation, oui. Alors, la mainmise, normalement, non, quand on a une participation à cette hauteur, à ce niveau-là. Mais en fait, ce qu'il faut quand même ne pas oublier, si vous voulez, c'est l'aspect gagnant-gagnant, hein, d'une entreprise qui se marie avec une autre, qu'elle soit chinoise ou autre. Ce que les entreprises étrangères souhaitent au travers des prises de participation chinoises, c'est avoir accès au marché chinois, de toute évidence. Et je dirais que PSA en est un des exemples, à mon sens, plutôt heureux, hein, puisque donc PSA est arrivé en Chine dans les années 90, a eu un allié, Dongfeng Motor Corp, avec qui il y avait un partenariat. Et récemment, Dongfeng Motor Corp a pris une participation à hauteur de 17% dans PSA. Et depuis, je dirais que les choses me semblent aller mieux, en tout cas en Chine, puisque PSA construit des modèles exclusivement pour le marché chinois, puisque quand même c'est un marché en devenir d'une part, et d'autre part avec un potentiel énorme, mais qui nécessite par exemple des voitures statutaires que l'on n'a pas ici en France. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que PSA avait tendance d'exporter ses modèles français, de reproduire ses modèles français en Chine. Et depuis cette acquisition par Dongfeng Motor Corp, on a
des modèles chinois faits pour la Chine. Donc voilà, c'est, je pense, une avancée intéressante. Très bien, merci, merci Marc pour ce partage d'expérience et cette vision de la Chine d'aujourd'hui. Je vais me permettre de fermer ta vidéo pour pouvoir remercier également tous les gens qui se sont connectés aujourd'hui. Merci à vous tous participants. Vous étiez cette semaine encore très nombreux à vous être connectés pour participer à ce webinaire du Club Entreprise de Grenoble. Nous espérons en tout cas que ce regard sur l'appétence technologique de la Chine vous a intéressé. Et si vous souhaitez bien sûr approfondir, parce que malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées, vous pouvez joindre Marc Ménardi. Le club en tout cas sera ravi de vous mettre en contact et en relation avec lui. À l'occasion de notre prochain petit déjeuner qui aura lieu jeudi 23 avril à 11 h, nous accueillerons Éric Ojog, qui est dirigeant fondateur de 109 Exploration et qui interviendra sur le thème de la marque employeur. C'est une vraie question aujourd'hui pour les entreprises. La vocation de 109 Exploration est d'être créatrice d'équilibre entre les relations humaines et accompagner les entreprises à bâtir des marques employeurs authentiques. Jeudi 30 avril, ce sera au tour de Tristan Marin qui nous expliquera en quoi le développement de l'écoute client est facteur déterminant sur le développement commercial des entreprises. Bien sûr, vous recevrez, comme il est de coutume maintenant, une invitation qui vous permettra de vous inscrire à ces 2 prochains rendez-vous du club. Et dans l'attente de vous accueillir jeudi prochain, nous vous souhaitons à tous une belle fin de semaine et surtout, prenez soin de vous. Merci. À très bientôt.